Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 mars et voici les titres. Le casque obligatoire en vélo pour les moins de 12 ans. La mesure est entrée en vigueur ce mercredi. 11 pays européens l'avaient déjà mise en place. Alors que risque-t-on en cas d'infraction? Comment cette obligation est-elle perçue? Nous ferons le point dans ce journal. Alors que des experts européens ont écarté le glyphosate des produits cancérigènes, la semaine des alternatives aux pesticides se poursuit, elle, jusqu'au 30 mars. Dans ce cadre, nous avons choisi de nous intéresser à la permaculture, un mode de vie et d'agriculture qui prône le respect de l'environnement et des êtres vivants. Et puis en fin d'édition, direction le Marais Poitevin, où un savoir-faire renaît, la construction de barques en ciment, une technique de fabrication qui avait été abandonnée il y a une trentaine d'années. Si vous avez des enfants de moins de 12 ans, c'est un geste auquel il faudra vous habituer, si ce n'est pas déjà fait, leur mettre un casque en vélo. C'est désormais obligatoire. La mesure a été prise ce mercredi. Et en cas d'infraction, vous risquez une amende de 90 €. Cette loi vise évidemment à protéger les plus jeunes, car un casque diminuerait le nombre de blessures sérieuses de 70%. Les explications de Pierre Dalicieux. Qui ne met jamais de casque? Ou rarement? Jamais. Ok. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le casque, depuis le 22 mars 2017, le casque est obligatoire. Obligatoire pour les moins de 12 ans. Une obligation valable aussi bien pour les enfants sur leur vélo que sur un siège derrière celui de leurs parents. Des parents qui devront régler une amende de 90 € si le casque est oublié. Et à entendre ses enfants, cela peut arriver. Je porte pas de casque parce que mon casque est trop petit aujourd'hui. Pas souvent, mais j'en porte, oui. Pas tout le temps, non. Quand j'étais petit, non, je le mettais pas, mais maintenant, je le mets. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'avais fait une descente de vélo sur terre et je m'étais ouvert le front. Et oui, car avec un casque, le risque de traumatisme crânien en cas de chute est réduit de 70%. En France, entre 2011 et 2015, quasiment 1200 enfants de moins de 12 ans ont été impliqués dans un accident de vélo. 26 ont été tués. Porter le casque dès le plus jeune âge, c'est aussi augmenter les chances qu'il soit porté naturellement par la suite. L'objectif, ça serait que de pérenniser le port du casque tout au long de sa vie. J'ai envie de dire, hein, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte ou plus. On n'est jamais sûr de ne pas tomber à vélo. Hein. Un accident peut arriver et la seule chose qui peut nous protéger, c'est le casque. Donc nous, on travaille beaucoup sur le comportemental et forcément, les enfants sont habitués à porter un casque. Ces animateurs en éducation au risque routier interviennent dans une cinquantaine d'écoles de l'agglomération lyonnaise. Et selon eux, certains élèves qui viennent à vélo, seuls ou avec leurs parents, manquent de prudence. Les directeurs ou les directrices peuvent nous dire effectivement qu'il y a malheureusement des enfants qui viennent sans casque à l'école avec leurs parents le matin. Ça, c'est sûr. Depuis le 22 mars, ce ne sera donc plus possible. Reste à savoir si le port du casque obligatoire le deviendra pour tous, comme par exemple en Espagne ou en Finlande. Nous sommes à un mois, jour pour jour, du premier tour de l'élection présidentielle. Le 23 avril prochain, il faudra choisir entre 11 candidats. Selon un dernier sondage Harris Interactive publié ce jeudi, c'est Emmanuel Macron qui arriverait en tête au premier tour avec 26%, suivi de Marine Le Pen, créditée à 25%. Comparé au dernier sondage, François Fillon, lui, a perdu un peu de terrain avec 18%, tandis que Jean-Luc Mélenchon passe devant Benoît Hamon avec 13,5%. Mais nombreux sont ceux qui sont encore indécis ou tentés par l'abstention ou le vote blanc. Alors qu'en est-il en Vendée? Que pensez-vous de cette campagne? Avez-vous fait votre choix? Nous sommes allés vous poser la question dans les rues de La Roche-sur-Yon. Actuellement, j'ai un peu l'overdose. Je dois dire que j'ai suivi au départ, au moment des primaires, mais là, je coupe. Maintenant, j'en ai marre. C'est toujours intéressant de les écouter parler, quoi. Ça me saoule. Donc, avec mon mari, on ferme la télé et on n'écoute plus. Ils se chamaillent pas mal, en fait, et je trouve qu'on a du mal à se situer. Je suis très, très déçue parce que mon choix a été fait à partir des primaires. Et là, maintenant, je ne sais vraiment plus pour qui voter. Ah, mon choix est fait, oui. Au premier tour. Après, si je vois deuxième tour, j'y vais pas. Pratiquement, je pense savoir qui je vais voter. J'hésite encore et je ne sais pas pour qui voter. Je ne sais même pas si j'irai voter à ce point-là. J'hésite encore. Donc, à voir si
ils vont débattre encore un peu plus pour en savoir plus. Au chapitre santé, les radiologues étaient en grève ce jeudi. Ils protestent contre les baisses de tarifs décidées récemment par l'assurance maladie. En Vendée, la mobilisation a été faiblement suivie, mais les radiologues en grève dénoncent, tout comme au niveau national, des répercussions pour les patients. Classiquement, on change de scanner au DIRM tous les 5 ans, 5 à 7 ans. Il y a un renouvellement. Pourquoi ? Parce qu'on a une sans cesse innovation technologique. L'intérêt, c'est que ça permet de faire des examens plus rapidement, de faire des diagnostics plus précis. Et là, avec cette baisse tarifaire, le souci, c'est que on va devoir acheter du matériel peut-être de moins bonne qualité, donc des examens qui seront plus lents à la réalisation et donc des délais de prise en charge beaucoup plus longs. À noter que les radiologues en grève assurent tout de même une permanence de soins et les actes d'imagerie lourdes. On reste dans le domaine de la santé avec cette belle initiative. Une association a lancé début mars des abracadabox, des boîtes aux couleurs de super-héros qui cachent les poches de perfusion. Un moyen d'égayer le quotidien des enfants hospitalisés. Ce jeudi, elles ont été remises officiellement à l'hôpital des Sables-d'Olonne, des abracadabox qui ont déjà été en partie installées dans des chambres. Le reportage d'Alix Lanos. Au service pédiatrie du centre hospitalier des Sables-d'Olonne, Sandrine est en train d'installer une abracadabox, ce boîtier en plastique pour dissimuler les poches des perfusions. Donc vous voyez des couleurs vives avec des personnages qui sont soit connus pour certains, mais en tout cas attrayants, attractifs pour eux. Des caches-perfusions aux couleurs des héros des enfants. Une idée toute simple pour voir le traitement autrement. La pose d'une perfusion est toujours un acte qui peut être aussi traumatisant, en tout cas perturbant dans un contexte de vie. Donc ça permet d'avoir un autre regard, le soin agrémenté. Les parents de Titouan, 6 mois, ont choisi le boîtier Schtroumpf. Et pour eux aussi, finalement, la magie opère un peu. Ça fait moins médicaments du coup, donc c'est pas plus mal. Ça permet du coup d'être plus enfantin et moins penser au traitement. Vous allez en avoir 9 en plus au mois d'avril, comme on l'avait annoncé. Savoir qu'il n'y en a que 10 hôpitaux en France qui vont les recevoir. À l'initiative de l'arrivée des boîtes magiques, l'association vendéenne Un geste pour un sourire. Benoît, son président, a contacté Coucou nous voilou, les porteurs du projet Abracadabox. 1 an plus tard, 18 boîtiers ont été remis au CHD de La Roche-sur-Yon et 9 au centre hospitalier des Sables-d'Olonne. L'association pense déjà à de nouveaux projets, toujours en lien avec les enfants. Les enfants hospitalisés, les enfants en situation de handicap. Donc avec des projets individualisés pour les enfants qui ont un parcours scolaire soit normal, soit qui sont en IME, soit qui sont en structure. Tu vas attraper son cœur rouge. Écoute mon cœur, il bat plus fort quand tu me serres dans tes bras. 48 nouvelles peluches comme celle-ci, que les enfants peuvent ramener chez eux, arriveront ainsi bientôt au centre hospitalier des Sables-d'Olonne grâce à l'association. Des peluches, des abracadabox, des dessins, des couleurs, autant d'outils très nécessaires qui permettent aux enfants d'accepter les soins, les traitements et tout le parcours hospitalier. Santé toujours, ce vendredi débute la 23e édition du SIDAction, une opération de levée de fonds pour la prévention et la recherche contre le sida. Durant 3 jours, tout le monde est appelé à faire un don au 110 ou sur le site sidaction.org. L'an dernier, un peu plus de 4 millions d'euros de promesses avaient été enregistrées. Grâce au SIDAction, les avancées sont considérables. On a pu par exemple mettre au point la trithérapie, mais il n'existe aujourd'hui toujours pas de vaccin et 6000 personnes découvrent chaque année leur séropositivité. Au chapitre environnement, c'est la semaine des alternatives aux pesticides. Une semaine qui vise à informer et sensibiliser le public sur l'impact des produits phytosanitaires. En Vendée, plusieurs animations sont proposées. Parmi elles, la visite d'une ferme en permaculture. Nous avons rencontré les propriétaires de ce coin de nature où chaque être vivant a un rôle. Reportage à Soulan. Dans le Marais breton vendéen, à Loré-des-Bois, Caroline et Jérôme Simonet ont posé leurs valises il y a 2 ans. Ici, au milieu de la nature, ils ont construit leur petit paradis, un projet de vie autour de la permaculture. La permaculture, c'est un terme qui a été inventé par Bill Mollison et David Holmgren dans les années 70.
et qui veut dire permanente agriculture. C'est le respect de l'humain, donc prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre, créer l'abondance et la partager équitablement. Et pour créer l'abondance, le couple optimise les surfaces. Aujourd'hui, Jérôme sème des radis et des carottes dans la même allée. Le radis pousse très vite, en 1 mois il est prêt, alors que la carotte elle met plutôt 3 mois. Dès que les radis seront prêts au bout d'1 mois, on va pouvoir les récolter et une fois qu'ils seront enlevés, ils vont laisser toute la place aux carottes pour pousser. Donc ça veut dire que sur 80 cm de large, je produis 2 cultures de manière très intensive. Autre avantage de la polyculture, fertiliser le sol de manière plus naturelle. Ici, le principe du respect de la nature est appliqué. Aucun engrais n'est utilisé et la terre n'est pas labourée pour permettre aux insectes d'y vivre tranquillement. Les coccinelles, on les attend toujours au début du printemps. La coccinelle mange les pucerons. C'est un fort allié du jardin, comme les vers de terre, comme les cirfes, comme les abeilles. Sur leur domaine qui ne dépasse pas 3 hectares, le couple crée en quelque sorte des écosystèmes où chaque être vivant a son rôle. On a pris des chefs pour nettoyer un peu voilà, les endroits qui ont besoin d'être nettoyés. Elles mangent l'herbe qui peut nous embêter, puis en même temps elles se nourrissent, quoi. Cet appel de la terre, ce couple-là eut à la naissance de leur premier enfant. À l'époque, ils habitaient Paris. Caroline était chargée de communication et Jérôme ingénieur commercial. Aujourd'hui, ils ne gagnent pas leur vie, mais ne regrettent absolument pas leur choix. Qu'est-ce que gagner sa vie? Aujourd'hui, on a une vie qui nous va. On en est content, on en est satisfait, on voit nos enfants, on travaille de chez nous, on soigne la terre, on crée du lien au niveau local. Donc on peut dire qu'on gagne notre vie de cette manière-là. Caroline et Jérôme souhaitent partager leur expérience. Cette année, ils se lancent dans un nouveau projet. Ils proposent des formations à la ferme, des formations de jardinage et de permaculture. Direction à présent le Marais Poitevin et sa barque à fond plat, autrefois utilisée pour la pêche, le transport d'animaux ou simplement pour se déplacer. Elle fait partie du patrimoine. À Maizé, Pierre Pétorin, fils d'un ancien constructeur de barques en ciment, se bat aujourd'hui pour que ce savoir-faire ne tombe pas dans l'oubli. Avec 2 anciens collègues de son père, ils ont décidé de construire une barque en ciment. Cela n'avait pas été fait depuis 30 ans. Samuel Grasset a rencontré pour nous ces passionnés. Non, je ne sais pas qui c'est, il n'y a pas le nom. Hein, il n'y a pas de date. Sous les yeux de Maryse et de Jean-Pierre Pétorin, l'un des derniers exemplaires de barques en ciment du Marais Poitevin, des bateaux fabriqués au lendemain de la guerre par leur père, Pierre Pétorin, installé à Maizé. Alors c'est des bateaux qui sont un peu lourds, mais très stables sur l'eau. Le pêcheur se mettait facilement là, un pliant et tranquillement pouvait pêcher. Alors, on allait ici à la pêche aux anguilles. Il en reste quelques-uns. Je suis sûr qu'il y en a quand même aussi pas mal dans le fond de l'eau. Ces barques en ciment ont été concurrencées au fil des années par des bateaux en polyester, plus légers et faciles à fabriquer. 30 ans après la fabrication de la dernière barque en ciment, Jean-Pierre Pétorin a décidé de faire revivre ce savoir-faire oublié en construisant un nouvel exemplaire de bateau. Il a mobilisé autour de lui 2 anciens artisans qui ont travaillé aux côtés de son père. Pierre Pétorin, avec son estafette, nous a apporté la ferraille pour façonner et souder l'ossature du bateau. Une ossature métallique formée autour d'un moule en bois. Première étape avant la pose d'un grillage. On va le plier un petit peu en attendant. Du métal déployé chargé d'assurer la rigidité du bateau une fois noyé sous le ciment. 2 cm environ d'épaisseur de ciment. Et au bout de 3 semaines de séchage, on retourne le bateau et on donne une petite couche de ciment sur l'extérieur. Des gestes transmis à la jeune génération. Ce savoir-faire propre au Marais Poitevin a toujours intrigué. Les gens s'interrogeaient effectivement, disaient comment se flotte un bateau en ciment. Et mon père leur répondait, un bateau en ciment ça pèse 250 kilos environ. Comment expliquez-vous qu'un bateau, un pétrolier de 250 000 tonnes arrive à flotter? Les plus sceptiques auront leur réponse dans quelques semaines, lorsque le bateau sera mis à l'eau.
Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce vendredi, la journée débutera sous le soleil, mais très vite, les nuages reviennent, apportant avec eux un peu de pluie. Côté température, il fera 12 degrés en moyenne l'après-midi. C'est la fin de cette édition. À suivre votre bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal.